Et bonjour à tous et à toutes. Du coup, on se retrouve pour le corrigé de du sujet bac jour 2 centre étranger. On me l'avait demandé, on m'a dit qu'il était plus intéressant. Et effectivement, il l'est. Par contre, bon, bah, il y a du Python dedans et je vous avoue que ça m'a pas fait plaisir parce que le Python, j'aime pas. Mais bon, on fait avec. Vous me l'avez demandé, on le fait. Et voici du coup l'intitulé des questions. Donc, le premier sujet est un sujet de, enfin, le premier exercice, le gros exercice, est un sujet de chimie sur la fabrication d'un yaourt maison. Et je trouvais ça intéressant. J'ai appris pas mal de choses. J'étais très très content de faire ce sujet. Et on voit que, bon, ici vous avez une courbe. Question 1, on y va directement. Je suis à l'aide du texte, à l'introduction de l'exercice, que l'utilisation de la yaourtière favorise la fermentation lactique, en indiquant le facteur cinétique mis en jeu. Bon, bah déjà, la yaourtière, on vous dit que, ici, euh, ça permet un chauffage doux et progressif du lait additionné des ferments afin de stimuler le processus de fermentation lactique. Et le processus de fermentation lactique, il est efficace entre 37 et 45 degrés. Donc un chauffage doux correspond bien à l'augmentation de l'efficacité de la fermentation lactique. Le facteur cinétique qui est mis en jeu ici, c'est l'élévation de la température. La question 2, on vous demande d'identifier le temps marquant du début de la réaction. En fait, le début de la réaction, regardez ici, ça stagne, ça stagne, ça stagne, il n'y a rien. Et là, ça part d'un coup. Donc ici, on remarque que le temps au bout duquel ça part, c'est 100 minutes. Et ça, c'est par déduction graphique, donc il n'y a pas besoin de justifier. Proposer en question 3 une explication à la présence d'acide lactique à l'instant t égale 0. À t égale 0, on voit qu'il y a une concentration déjà d'acide lactique qui est présente, mais qui ne bouge pas avant le début de la fermentation. Donc ça veut dire qu'elle a été introduite avec le début, quoi. Hein. Donc ici, dans la yaourtière, vous mettez un sachet de ferment à l'intérieur de votre lait. À mon avis, il n'y a pas d'acide lactique dans le lait, je pense. Enfin, pas de base, ou un peu. Et l'autre cause, ça pourrait que ça soit dans le sachet que la fermentation a déjà commencé. Il y avait déjà l'acide lactique à l'intérieur. Et voilà pourquoi il y aurait une concentration d'acide lactique. Donc soit ça a commencé dans le lait, soit ça a commencé dans le sachet de ferment. Moi j'ai préféré mettre dans le sachet de ferment. Parce qu'en général, votre lait il est conservé à bonne température, etc. Donc normalement, la réaction ne devrait pas avoir lieu. Ou en tout cas, beaucoup moins que ça. Question 4. La valeur V apparent de la vitesse, pardon, V apparition de la vitesse volumique d'apparition de l'acide lactique lors de la fermentation a commencé. Alors, lorsque la fermentation a commencé, ici, donc à partir de t égale 100 minutes, il faut savoir que la vitesse d'apparition, par définition, c'est la dérivée de votre concentration par rapport au temps. Ok. À l'inverse de la vitesse de disparition qui est moins la dérivée de la concentration par rapport au temps. Sauf que de 100 à 250 minutes, on a une fonction affine. Donc ici, la concentration CA peut être égalisée à k fois le temps plus une ordonnée à l'origine qu'on appellera CA0. La concentration de CA à instant 0. Ce qui veut dire que ici, cette portion de droite, en fait, vous avez CA qui est égal à K fois T plus CA0. Et si on veut calculer D de CA par rapport à DT, eh bien ici, vous dérivez l'équation qui est juste là, ici, et vous obtenez du coup par rapport au temps seulement K. La dérivée de la concentration est égale à K. Donc K c'est facile à trouver, il suffit de prendre 2 points sur votre droite ici, donc vous tracez un trait, vous ne prenez pas les points de mesure, et vous trouvez un K, enfin moi j'ai trouvé un K qui était environ de... si la feuille veut bien. Voilà. Moi j'ai trouvé un K qui était d'environ 6,10-4 mol par litre par minute. Sur la correction officielle, ils le mettent en mol par litre par seconde. C'est pas obligatoire parce que l'unité ne vous est pas imposée, donc vous pouvez le laisser en mol par minute, en mol par litre par minute. Ça vous fait gagner un petit peu de temps et ça vous évite d'avoir des erreurs bêtes. 2. On a cette fois-ci une conducto, on va déterminer si le yaourt testé est ferme ou brassé, ça veut dire est-ce qu'il est entre 100 et 120 degrés d'ornique ou 80 et 100, sachant qu'un degré d'ornique correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de yaourt. Donc ici, première étape, vous devez trouver le V équivalent de cette conducto. Donc la conducto ici, vous tracez une droite là, et vous tracez une droite ici. Le point de croisement, moi je l'ai à 8. La correction officielle l'a à 8,6. Ça change pas grand chose. En tout cas, ça change pas grand chose. Tant que vos droites en fait sont tracées et que votre croisement est déterminé, que vous lisez bien le croisement, normalement vous avez les points. Et moi j'ai trouvé que VE est égal à 8 ml. D'ailleurs je l'ai fait avec un élève ce matin. Et lui aussi a trouvé 8 ml. Donc je sais pas comment ils se sont débrouillés pour tracer la courbe. Bref. À l'équivalence du coup vous avez CAVE égale CBVE pardon.
vu que votre équation qui est ici est équimolaire, ok, donc il n'y a pas de coefficient stoichiométrique à prendre en compte, ce qui fait que CB fois VE, donc 0,150 fois 8 divisé par 10, du coup donne 0,12 mol par litre, et ce 0,12 mol par litre, bien sûr, il faut le multiplier par 90,1, qui est la masse molaire de votre acide lactique, qui est donnée au-dessus. Attention, la masse molaire est donnée comme étant égale à M, hein, donc vous mettez bien la notation de l'énoncé. Et ça fait du coup du 11 grammes par litre. Sachant que 0,1 g par litre correspond à 1 degré, 11 grammes par litre, c'est 110 fois supérieur, ça fait 110 degrés d'Ornick. Et donc, ceci correspond, quand vous regardez l'énoncé, ceci correspond du coup, comme ici, à ce qu'on appelle un yaourt brassé. Partie B. On vous demande de représenter en formule topologique le butanoate d'éthyle. Donc encore un ester. Je vous rappelle qu'un ester, la fonction en OAT, c'est celle qui porte les deux oxygènes. Donc ici, dans ma molécule, qui est là-haut là, j'ai marqué du coup en topologique 1, 2, 3, 4 carbones pour but. Ensuite, vous balancez votre double liaison O et votre simple liaison O, ça fait un butanoate. Et enfin, d'éthyle, vous rajoutez le 1, 2 pour la chaîne carbonée secondaire. Sur la formule topologique, toujours en question 7, entourez le groupe caractéristique et nommez la famille correspondante. Vous entourez le double liaison, enfin le C double liaison O, simple liaison O, et vous balancez la famille des esters parce que vous le connaissez et que c'est celle que vous avez révisée de manière prépondérante, c'est toujours celle qui tombe. Les halogénoalcanes ne tombent jamais, les amides tombent extrêmement rarement, les amines tombent un poil plus souvent, mais c'est en très grosse majorité, je dirais du 85% des sujets qui font en organique le font tomber sur un ester parce qu'il y a beaucoup plus d'applications et qu'en TP c'est beaucoup plus sympa. Déterminer la molécule en question 8 qui parmi celles représentées dans le document 4 correspond au spectre infrarouge ci-dessous. Donc ici on doit trouver soit un butanoïque soit un butanoate. Donc en gros soit un ester soit un acide carboxylique. Sauf que quand vous regardez ça, c'est très très visuel. Ici vous avez la fine et intense à 1700. Donc ça c'est clairement une CO de carboxylique. Ça pourrait être à 20 cm moins 1 près, si je me souviens bien, celle de l'ester. Ouais, celle de l'ester, elle est entre 1700 et 1740. Et l'acide carboxylique, il n'est pas donné... Ah si, c'est ouais, si, pardon. Il est entre 1680 et 1710. Donc en fait, à 1700, pile poil, ça pourrait être les deux. Donc ici, on a un CO, on a une C-double-liaison O, mais on ne peut pas savoir qui c'est. Ok ? D'ailleurs, ça pourrait être aussi bien celle de l'aldéhyde ou de l'acétone, qui est totalement éligible également. Donc ouais, vous avez une CO, mais vous ne savez pas quoi. Ok, marquez pas carbonyle, marquez bien CO. Et vous avez ensuite cette grosse et intense bien dégueu. Celle-là, ça correspond à un OH, c'est sûr. Par contre, elle n'est pas entièrement lisse et le pic, il est légèrement avant 3000. Ça, c'est caractéristique d'une fonction OH d'un carboxylique et non pas d'un alcool. L'alcool, quand vous regardez, ça part de 3200 à 3700, alors que le OH carboxylique, en fait, lui, il inclut le 3000. Il peut même descendre jusqu'à 2500 selon les groupements qu'il y a autour. Donc ici, on est bien sur un acide carboxylique, que ce soit pour la CO ou que ce soit pour le OH. Donc ici, vraisemblablement, la question 8, ce spectre correspondrait à la molécule d'acide butanoïque. Partie 2, vous avez une grosse équation, blablabla. Identifier en protocole toutes les opérations permettant d'optimiser la vitesse de formation de l'arôme d'ananas. Donc déjà, si on veut optimiser une réaction, ça veut dire que les étapes qui sont ici, on va virer tout ce qui est purification, tout ce qui est séparation, tout ce qui est identification. Nous, on veut juste les étapes de réaction. Et les étapes de réaction, elles sont dans la 1 et la 2. La 3, c'est déjà refroidir, puis verser le contenu dans un autre récipient. Donc il n'y a plus de réaction là. Donc 1. Vous mettez de l'acide sulfurique concentré. Ça, c'est un catalyseur. C'est un facteur cinétique, donc c'est fait pour optimiser votre transformation. Et de 2, vous avez en étape 2 chauffé à reflux pendant 30 minutes, vous augmentez la température, c'est encore un facteur d'optimisation de la réaction. Donc c'était les deux choses qu'il fallait trouver et mettre. Question 10, justifier l'utilisation du cyclohexane dans l'étape 4 pour isoler le butanoate d'éthyle. Alors déjà, 1, le cyclohexane il sert à quoi? Il sert à venir prendre la molécule d'intérêt et l'extraire dans la phase organique, donc l'extraire de l'eau, parce que vous savez que si vous voulez conserver votre butanoate d'éthyle, il faut absolument le séparer de l'eau, parce que l'eau qui est ici, en fait, va permettre la réaction inverse. Donc si vous mettez un ester dans de l'eau,
ben forcément ça va redonner l'acide et l'éthanol, et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc il faut absolument l'enlever de l'eau. Pour l'enlever de l'eau, il faut trouver un solvant qui est, un, non miscible avec l'eau, et deux, qui est, où la molécule d'intérêt est davantage soluble dans ce solvant que dans l'eau. Et ici, le cyclohexane est une très bonne idée, même si pour des raisons de chimie verte, il faut trouver autre chose, parce que le cyclohexane est cancérogène, enfin, fortement soupçonné. Le cyclohexane n'est pas miscible avec l'eau, donc ça c'est le premier indice qui vous dit que c'est un bon solvant extracteur. Et de deux, c'est moyennement soluble dans le cyclohexane, mais dans l'eau, c'est que faiblement soluble. D'ailleurs, pendant la même... là c'est bon, si vous avez marqué ça déjà, vous avez les bonnes réponses. D'ailleurs, je vais vous l'afficher immédiatement. Hop, voilà. Donc le cyclohexane est un très bon solvant extracteur. Car le butanoate d'éthyle il est davantage soluble, d'ailleurs j'ai oublié de le marquer, mais il faut le rajouter, et parce qu'il n'est pas miscible avec l'eau, sinon ça sert à rien. L'autre chose qu'on aurait pu rajouter, si on veut aller un peu plus loin, c'est que en fait, vous ajoutez d'abord de l'eau salée. Ajouter de l'eau salée, ça veut dire que vous allez laver votre produit en diminuant la solubilité de l'eau, enfin diminuant la solubilité dans l'eau, puisque vous allez rajouter du sel, vous allez augmenter la salinité, et donc vous allez diminuer la solubilité du butanoate d'éthyle dans le solvant de base. Ce qui fait que vous allez augmenter en fait la différence de solubilité avec le solvant extracteur, ça le rendra encore plus efficace. 11. Schématiser l'ampoule à décanter, légender avec les termes phase aqueuse, phase orga, justifier la position des phases contenant le butanoate d'éthyle. Alors, l'ampoule à décanter, c'est la chose qu'il y a là à côté, c'est de la dessiner correctement, moins de manière symétrique. Vous avez un bouchon, l'ampoule à décanter, vous devez mettre le robinet aussi. Le robinet, attention, ça enlève des points avec les profs qui sont un petit peu tatillons. Phase orga, vous la dessinez d'une couleur, phase aqueuse d'une autre, et puis vous marquez ce qu'il y a dedans. La phase orga est au-dessus parce que sa densité est inférieure à celle de l'eau. Et effectivement, sur le sujet, vous voyez que le cyclohexane a une densité de 0,78 alors que l'eau a une densité de 1. D'ailleurs, avec l'eau salée, vous avez encore augmenté cette densité, donc forcément, vous devez être au-dessus, avec la phase orga. Ok ? La phase orga, du coup, elle contient le cyclohexane, le butanoate d'éthyle, et dans la phase aqueuse, l'eau, déjà, parce que sinon ce serait pas une phase aqueuse, et ça contient aussi tous les réactifs qui n'ont pas réagi, parce que je vous rappelle que votre réaction n'est pas totale. Question 12, montrer que l'éthanol est bien le réactif en excès, sachant que la quantité de matière initiale en acide butanoïque est de 4,4-10-1. Alors, pour calculer la quantité de matière d'éthanol que vous aviez au début, il faut faire ρ fois V divisé par la masse molaire. Donc ρ fois V, ça vous permet d'avoir déjà la masse d'éthanol que vous avez mis. Et N éthanol, du coup, c'est la masse d'éthanol que vous avez mis divisé par la masse molaire 46 qui vous était donnée, 46,0. Vous faites le calcul, vous trouvez 6,9-10-1. Et donc 6,9-10-1 est bien supérieur à 4,4-10-1. Donc l'éthanol a bien été introduit en excès. Question 13, calculez alors la valeur du rendement de la réaction. Alors le rendement de la réaction, votre réactif en excès 4,4-10-1, c'est la valeur de Xmax. Et le nombre de grammes d'ester que vous avez obtenu, c'est 33,7. 33,7 divisé par la masse molaire du butanoate d'éthyle, soit 116, vous donnera la quantité de matière d'ester que vous avez formée et donc le XF que vous avez obtenu. Votre rendement état est égal à XF sur Xmax, donc 33,7 divisé par 116,0 divisé par 4,4-10-1. Attention à votre calculatrice, ça pourrait vous jouer des tours. Il y en a qui auront trouvé peut-être 13%. Et nous, la bonne réponse, c'est 66. Alors 13%, c'est pas étonnant. Mais la vraie bonne réponse, c'est 66. Alors, on s'intéresse à une partie du mécanisme réactionnel dans la réaction dont les deux premières étapes sont données ci-dessous. Question 14, du coup, vous cherchez un intermédiaire réactionnel. Alors, un intermédiaire réactionnel, c'est une molécule, une espèce chimique, qui est formée lors d'une étape, mais qui est de suite consommée dans la suivante. Et ici, vu que vous avez deux étapes, il n'y a pas forcément photo, c'est forcément la molécule de droite qui est ici, et qui est de suite consommée dans l'étape 2. Ok ? Donc on recopie cette molécule, on dit que c'est un intermédiaire réactionnel, et vu qu'on l'a défini, on a totalement justifié notre réponse. Question 15, recopier l'étape 1 en pointant par une flèche courbe le déplacement d'électrons et justifier son sens.
Bah ici, vous voyez bien qu'entre celle-ci et celle-là, bah vous avez l'oxygène et le H+, qui se sont greffés l'un à l'autre. Sauf que bah, H+, n'a pas d'électrons, donc c'est le doublet électronique et non liant de l'oxygène qui va venir attaquer sur le H+, et c'est pour ça qu'on représente la flèche toujours du site accepteur, du site donneur d'électrons vers le site accepteur. C'est toujours la pièce de la part du mec riche vers le mendiant. On ne peut pas donner quand on n'a pas. Je vous rappelle ça, mais c'est quelque chose qui a l'air évident, mais pourtant, j'en croise encore des copies où c'est l'inverse. Question 1, exercice 2, on est sur le trombone de Koenig. Alors, le trombone de Koenig, en fait, c'est un trombone, donc c'est un tube dans lequel vous passez un son, et normalement, quand vous mettez l'entrée et la sortie du signal au milieu, bah, tout se passe très bien. Mais Koenig a eu l'idée de le mettre en mode asymétrique. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que votre son, en fait, il rentre d'un endroit, et il part à gauche et à droite, et il se rejoint à l'autre endroit, sauf que vu que c'est asymétrique, eh bien, il y a un côté qui est plus court que l'autre. Ça vous donne du coup deux sources, et ces deux sources sont cohérentes parce que c'est la même onde, avec le même déphasage et la même fréquence. Donc, ceci peut justifier un phénomène d'interférence. Et je viens de répondre à la question 1. Donc c'est favorable à l'interférence car il y a la rencontre de deux ondes provenant de la même source, donc deux sources cohérentes. Question 2, précise le type d'interférence observé sur la figure 4 qui est juste au-dessus. Alors au début je me suis trompé, j'ai vachement agrandi les deux ondes, parce que je pensais que c'était l'onde de gauche en bleu et l'onde de droite en rouge. J'ai regardé, on avait les maximums au même endroit, donc du coup j'ai dit constructive. Et le truc c'est que en regardant avec mon élève ce matin, on s'est rendu compte que il m'a fait très clairement rendre compte de mon erreur, c'est que la voie 1 en fait, c'est l'entrée, et la voie 2, c'est la sortie du trombone. Et là ça change tout. Ça veut dire qu'à l'entrée vous avez cette magnifique onde bleue, et à la sortie vous avez quasiment plus rien. Ça veut dire que en gros, les deux ondes ont donné en somme la fonction en rouge, et donc la fonction en rouge, c'est le résultat de votre interférence, donc elle est clairement destructive. J'ai mis plutôt destructive dans ma correction, parce que si vous zoomez, il y a quand même une légère ondulation. Ça veut dire que ce n'est pas entièrement destructif. On n'est pas en opposition pure de phase. Il reste encore un petit peu. Question 3. Exprimer delta en fonction de d. Alors delta, c'est la différence de marche. La différence de marche, c'est quoi? C'est que imaginez des bonhommes en fait qui sortent et que ce ne sont pas des ondes. Imaginez des bonhommes qui sortent de ce chemin-là, ils ont le choix entre aller à gauche ou aller à droite. Et bien en fait, à gauche, ils vont moins marcher qu'à droite. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça une différence de marche. Les gens qui vont aller à droite vont marcher plus. Et combien ils vont marcher de plus que les autres? Ils vont marcher ce petit dé qui correspond du coup à la différence entre votre position de l'entrée et de la sortie par rapport à la symétrie parfaite, par rapport au milieu. Donc déjà, sur le premier... la première moitié du trajet, les gens qui vont à droite vont marcher D en plus, et donc quand ils vont faire le tour et arriver ici, ils vont marcher encore une fois D en plus. Donc cette différence de marche, elle est égale à 2D. Voilà comment on raisonne très facilement. Rappelez la relation entre delta et lambda. Alors, dans le cadre d'interférence constructive, vous savez que delta doit être égal à k fois lambda, où k est un réel positif entier. Pardon, un entier naturel, non, un entier positif, comment on dit en maths, un entier relatif, voilà. Alors il peut être positif, il peut être négatif aussi, selon comment vous faites vos exos, mais ici, on dit qu'il est positif. Donc delta et lambda, donc delta égale k fois lambda, et dans le cas d'interférence destructive, on aura du coup k sur 2 fois lambda. Ok. Montrez à l'aide des questions 3 et 4 que pour tout entier k positif, la distance de décalage correspondante dk conduit à des interférences constructives, peut se mettre sous la forme, voilà. Donc si vous avez que delta égale k fois lambda, et que delta égale 2d, alors 2d est égal à k fois lambda. Ok. Sauf que 2d est égal à k fois lambda, mais lambda, c'est v sur f. Et si vous ne savez pas, v sur f, j'ai mis la démonstration au-dessus. Donc, une fois que vous avez 2d égale k fois lambda ou égal à k fois v sur f, vous passez le 2 de l'autre côté, et dk, c'est égal à k sur 2 fois v sur f.
et ça va très bien. J'ai oublié le petit K d'ailleurs sur mon D, c'est grave, il faut le mettre. Je l'ai mis sous une autre forme. Je l'ai mis D égale K divisé par 2F, le tout fois V. Parce qu'après, on vous demande en question suivante, question 6, de déduire la célérité de l'onde. Donc la célérité de l'onde, c'est quoi? C'est le petit V qu'il y a ici. Donc en le mettant sous la forme que j'ai mis là, bah en fait, je vais pouvoir directement dégager le terme multiplicatif et inverser la fraction pour le faire devenir divisé. Donc V, c'est égal, vous passez le K sur 2F de l'autre côté, ça donne 2F sur K. Donc 2F sur K fois D. Vous remplacez par la valeur numérique, sachant que K, vous n'avez pas la valeur, mais on vous dit que c'est le plus petit décalage, donc du coup, la première interférence constructive. Sinon, si vous prenez K égale 0, bah déjà 1, votre division en divisant par 0, bah votre calculatrice va faire la gueule, hein, clairement, et vous aussi. Donc du coup, on va prendre le premier décalage. Quand K égale 0, il n'y a pas de décalage en fait. Les deux ondes arrivent en même temps, il n'y a pas de décalage. C'est comme si c'était au milieu. Le premier décalage, vous avez des ondes constructives, bah du coup, c'est quand K égale 1. Et donc vous avez 2 fois 4032 fois 435 10.2, attention c'était en centimètres, et ça vous donne 351 10 puissance 2 mètres par seconde, donc 351 mètres par seconde, et c'est grosso modo la vitesse du son dans l'air, il n'y a pas de problème. Hein. Question 7, on avait un programme Python. Génial. Alors, il faut expliquer l'intérêt des lignes 8 et 9 dans le programme. Alors, 8 et 9, regardez, vous avez for i in range len d, vi est égal à 2f fois di sur ki. Avec i qui prend les valeurs successives 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, i ça prend les valeurs de k qui sont possibles, sachant que bah, i il peut pas prendre 0. Hein. Parce que si ça divise par 0, c'est nul. Bref. Donc i prend les valeurs successives 1, 2, 3, 4 en vérité. Qu'est-ce que ça fait? Ça calcule la vitesse en fonction, bah, non pas de 2 ni de f, parce que bah, 2 et f sont invariables, mais en fonction de d et de k. Bah voilà. Ça permet le calcul de la vitesse en fonction des valeurs de d et de k. C'est tout. Vous en dites pas plus. Proposez à la ligne 16, à l'aide des grandeurs définies en programme, une formule permettant de calculer la longueur d'onde lambda des ondes acoustiques. Lambda, c'est quoi? On l'a vu juste au-dessus, là. Lambda, c'est V sur F. Ben, V, il est appelé ici en ligne 12 V son. Et F, il est appelé F. Ben, lambda égale V son divisé par F. Voilà, c'est tout. Et vous avez fini. Exo 3. Exo 3. Du coup, vous avez une chute d'une bille, blablabla. On vous dit, attention, au cours de la chute, la bille est soumise à son poids, la poussée d'Archimède, et ainsi que des forces de frottement. La bille est assimilée à son centre de masse G. On utilise le mouvement d'un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, vous pouvez appliquer loi de Newton, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, premièrement, système bille, référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, bilan des forces, vous avez à la fois P égale mg, ou mgz, si vous voulez, pi a égale ρf vf g, ou ρf vf g moins z. Attention, l'axe est dirigé vers le bas ici. Le problème donne des altitudes négatives, donc vous devez tout inverser. Le poids sera positif dans cet exercice. Et enfin, vous avez les forces de frottement qui sont dirigées aussi vers le haut, donc K fois V fois moins Z. La seconde loi de Newton, elle dit quoi? Elle dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération, et donc vous mettez que A est égal à 1 sur M fois P, fois la somme de P moins pi A moins F. Et c'est bon. On vous demande de déterminer A en fonction du reste, c'est fait. Laissez pas le M du côté de A par contre. Il faut déterminer A, pas M fois A. Donc il faut absolument que le A soit tout seul. Question 2, on vous demande de montrer que la valeur de la vie de la vitesse vérifie bien l'équation différentielle suivante. Eh ben allez, on y va. Donc du coup, si on commence à marquer ce genre de choses, bah, vous allez marquer que A c'est égal à dv sur dt. Voilà. Et donc bah, vous avez m fois dv sur dt qui est égal à mg moins ρ vfg moins kv. Et c'est terminé. Voilà, il n'y a pas de problème. L'équation différentielle, elle arrive de suite, il n'y a pas de problème, quoi. Alors on admet qu'il y a une solution présente sous la forme blablabla, ok, blablabla, blablabla. Ça, je crois que je m'en suis même pas servi. Expression 2, j'en suis même pas servi. Donc blablabla, blablabla.
Indiquer la nature du mouvement lorsque la bille v égale v limite et préciser alors la valeur de l'accélération de la bille. L'accélération de la bille, une fois que v égale v limite, quand v arrive à v limite, la vitesse est constante, donc l'accélération est nulle. Voilà, c'est tout. Hein. Y a pas de problème. Hein. Tout ce qu'il faut dire. Ah, indiquer la nature du mouvement. Ah, la bille, du coup, elle va descendre de manière rectiligne. Et vu que la vitesse est constante, uniforme. Voilà, question 3, c'est terminé. La question 4. Hop, question 4 est un peu plus technique. Il fallait déterminer la constante K quand la vitesse atteint la valeur constante V limite. Alors, V limite, du coup, quand on atteint V limite, M fois dV limite sur dt, ça fait 0. Donc, première équation là-haut, je reprends l'équation 2. Et je dis que mg moins ρv, enfin, moins ρf vf g moins kv limite égale 0. Je mets mon kv limite de l'autre côté. Ça me fait que kv limite égale à mg moins ρf vf g. Et ça, je peux le mettre en facteur. Ça me fait du coup g facteur de m moins ρf vf. Ici, vous passez votre v limite de l'autre côté pour isoler k. Et vous trouvez naturellement, juste là, k est égal à g fois m moins ρvf divisé par v limite. Question 5. Déterminer la constante k, enfin l'unité de la constante k grâce à une analyse dimensionnelle ou une analyse utilisant les unités. Dimensionnelle, il faut aller dans les dimensions et c'est un truc que j'aime pas faire et que les élèves ils aiment pas faire. Pour ceux qui ont appris et pour les autres, vous avez même pas appris. Donc on va juste utiliser les unités. Les unités, le petit g, il est en mètres par seconde par seconde au carré, donc par point seconde moins 2. Vous auriez pu faire aussi en newton par kilogramme, mais c'était un peu plus compliqué et je vous le conseille pas. Donc ici, mètres sur seconde moins 2, le m et ρf vf, vu qu'ils sont en soustraction, ils doivent avoir la même unité, donc les deux sont en kilogrammes. D'ailleurs, ρf fois vf, c'est quoi? C'est une masse volumique fois un volume, vous avez encore une fois une dimension de masse, et donc m est une masse aussi, tout va bien. Et enfin, v limite, c'est une vitesse, donc c'est en mètres par seconde. J'ai exprimé m secondes au carré, enfin m divisé par seconde au carré, comme étant le produit de m sur s fois 1 sur s. Et ça me permet de simplifier en fait ma vitesse avec le m sur s. Il me reste plus que kg fois 1 sur s, donc ça fait kg point seconde moins 1. Attention, le seconde moins 1 a été un petit peu croppé au niveau de la photo, désolé, mais ne l'oubliez pas. Hein. Donc c'est kg par seconde ou kg point seconde moins 1, attention, ne faites pas l'erreur. Question 6. Elle est où? La constante K peut être exprimée comme étant K égale 6 pi fois état fois R, avec R le rayon de la bille et état la viscosité du fluide, et montrer que la viscosité du fluide s'exprime alors comme ceci. Alors, si K c'est 6 fois état fois R, et que c'est aussi G fois M moins ρf vf divisé par V limite, alors les deux sont égaux. Et quand vous passez le 6pi et le R de l'autre côté, eh bien ça vous donne que état est égal à G facteur de M moins ρf vf divisé par 6pi R. V limite. C'était pas très compliqué. Question 7, on vous demande de montrer que la valeur de vitesse V limite est égale à 9,82 10 puissance moins 3 au cours de l'expérience numéro 1. Bon, il faut que je calcule V limite. J'ai déjà la formule de état. J'ai tout plein de trucs ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris V limite en fonction de état, j'ai tout remplacé. Et voilà. Sauf qu'on ne connaît pas état. J'étais un peu vite. Et on ne connaît pas état. Donc ça m'a un peu embêté. Mais quand on regarde un petit peu la phrase qui est juste au-dessus, on vous dit qu'au cours de l'expérience numéro 1, on a mesuré une durée delta t égale 50,9 secondes pour que la bille parcourt la distance L séparant les deux graduations de l'éprouvette. Donc on sait que ici, au bout d'un moment, en fait, la vitesse limite est atteinte. On veut calculer la vitesse limite. Donc la vitesse limite est atteinte. Et donc on est dans un mouvement rectiligne uniforme. Donc la vitesse, en fait, elle peut s'exprimer sous la forme de d sur t. La longueur L parcourue par le temps, la durée de parcours. Donc ici, ça fait 5,0 10 puissance moins 1 divisé par 50,9 et ça vous donne 9,8 10 puissance moins 3 mètres par seconde. Donc on est environ à 9,82 10 puissance moins 3 mètres par seconde, il n'y a pas de problème.
c'est bien correspondant. Là, on vous dit en question 8 de calculer la viscosité du glycérol grâce aux données d'expérience 1. Donc maintenant qu'on a V limite, on peut calculer l'état. Donc on recopie la même formule que celle qu'on avait en question 6. Vous remplacez par les valeurs, vous trouvez 1,47 kg par mètre par seconde. Et là, on arrive dans des maths dures qu'un physicien n'aime pas faire, mais qu'il faut faire. Question 9. Calculer la valeur moyenne de la viscosité état bar et l'incertitude associée de U de état bar. Donc état et la barre. Donc déjà la moyenne, ça c'est facile, vous savez faire. Hein. Normalement quand on vous donne des notes, vous calculez la moyenne et dès qu'il y a une erreur, vous venez nous voir. Donc je pense que vous savez faire. Donc j'ai fait 1,47 plus 1,50 plus 1,48 plus 1,45 plus 1,52 plus 1,46 divisé par 6 parce qu'il y a 6 expériences. Et ça me fait une moyenne de 1,48 kg par mètre. J'ai oublié le moins 1 d'ailleurs. Donc 1,48 kg par mètre par seconde. L'incertitude, du coup, c'est sigma n-1 divisé par racine de n. Alors sigma n-1, il faut le faire à la calculatrice. Vous avez un mode sur calculatrice qui permet de donner très rapidement. Ça fait 2,6 10-2. Sinon, l'écart type expérimental, il faut le calculer en faisant du coup votre valeur moins la référence. Plus la valeur que vous avez en expérience 2 moins la référence, plus la valeur de l'expérience 3 moins la référence, divisé par le nombre de... Enfin, par le nombre d'expériences. En fait, c'est la moyenne de l'écart que vous avez par rapport à la référence. Et ça vous donne du coup 2,6 10-2. Pour avoir le U de état bar, il faut faire du coup ce 2,6 10-2 divisé par la racine du nombre d'expériences. Et ça vous donne un 0 10 puissance moins 2 kg par mètre par seconde. Donc vous pouvez mettre état bar sous la formule, du coup 1,48 plus ou moins 0,01 kg par mètre par seconde. Pour voir si on est sur un truc qui est fiable, je vous propose de calculer le Z-score que vous êtes censé normalement connaître. Et ce Z-score, il vous est donné ici comme étant la valeur, comme étant le quotient de compatibilité, je sais pas comment ils l'ont appelé, c'est bizarre, ils auraient pu mettre un Z, ça aurait été plus simple. Bon, votre Z-score c'est quoi? Donc c'est la valeur état moins état bar, la référence, divisé par U de la référence, donc de U état bar. Et ça vous donne du coup que état bar c'est 1,48, état ref, du coup c'est 1,49 divisé par U de état bar 0,01. Ça vous donne 0,01 sur 0,01, ça vous donne 1. Et vous trouvez du coup que c'est inférieur à 2. Et quand le Z-score est inférieur à 2, la mesure est estimée comme étant compatible. Voilà pour ce sujet en centre étranger jour 2. On l'a fait en un peu plus d'une demi-heure, donc c'est qu'il est vraiment faisable. Il y avait du Python et voilà, du calcul d'incertitude, un peu d'interférence, un peu d'orga, un peu de mécanique des fluides. Donc c'est atypique comme sujet. Mais je trouve quand même le sujet beaucoup plus cool et facile et faisable que celui d'hier. Voilà, je vous laisse sur ça, bonne révision et bonne chance pour le bac.